on se retrouve donc pour parler de crypto-monnaie avec nous, notre invité d'aujourd'hui, Serge-Maurice Lobréau. Serge-Maurice, bonjour. Bonjour, je suis très ravi d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a déjà eu l'occasion de vous avoir dans nos studios. On avait envie d'en savoir plus, en fait, puisqu'on avait parlé avec vous de crypto-monnaie, on a parlé de toutes ces thématiques liées au blockchain, etc. Mais on voulait en savoir un peu plus, je dirais, sur le groupe, votre groupe Sapiens. Alors, vous l'avez créé il y a une dizaine d'années environ. Vous avez un associé. Racontez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé là. Eh bien, quand j'ai arrêté le milieu de la banque, j'ai créé ma structure de conseil dans tout ce qui est investissement, etc. Et c'est à travers tout mon cheminement, en fait, j'allais livrer mes clients qui avaient besoin de certaines commodities pour leurs fonds d'investissement, etc. Et dans tous les pays où j'ai été, que ce soit en pays en Afrique, j'ai été dans 38 pays sur 54 en Afrique, j'ai été en Asie, j'ai été en Amérique latine, enfin j'ai été un peu partout. Et j'étais confronté systématiquement au même souci par rapport à l'inclusion financière. Hein, l'accès, en fait, la possibilité des gens de pouvoir avoir accès à des services, services financiers de manière. C'est comme avoir accès à l'eau potable, sauf que votre credo, c'est de dire avoir accès à des comptes en banque et à de l'argent, tout simplement. Pour moi, ça devait être aussi un droit comme avoir de l'eau potable, etc. Parce que tout simplement, quand on est discriminé aussi au niveau bancaire, ça a un impact vraiment social et économique sur les personnes et sur les populations qui sont discriminées de cette façon-là, puisque elles utilisent des services alternatifs qui sont extrêmement chers. Elles utilisent tout ce qui est, vous savez, les paiements avec le mobile, etc., etc. C'est pas donné, c'est très cher. Donc on va prendre de l'argent sur des gens qui en ont déjà très peu. Donc pour nous, à travers tous ces voyages qu'on a fait, je me suis aperçu qu'il fallait qu'on réfléchisse à une solution. Alors moi, avec mon expérience de banquier et certains partenaires dans le groupe, et notamment Mourou Patel, qui est mon associé, qui nous a rejoint vraiment maintenant depuis 2 ans et demi dans la compagnie, et qui apporte cette expertise. Exactement, il apporte cette expertise technique aussi, puisque c'est un ancien de la Silicon Valley. Il a travaillé pour beaucoup de groupes de cet acabit-là. Donc c'est vraiment quelque chose que nous on a voulu faire, c'est-à-dire que vraiment le Sapiens Group, c'est des solutions techniques, des solutions technologiques pour pouvoir justement répondre à ces problématiques, puisque nous, notre problème problématique, c'est avec le Flash Group et le Sapiens, en tout cas pour le Flash Group, c'est Financial Inclusion. Voilà, c'est vraiment notre cheval de bataille. Donc, nos solutions ne s'adressent pas qu'aux gens qui n'ont pas de compte bancaire. Elles s'adressent aux gens qui n'ont pas accès aux services financiers en règle générale, mais elles s'adressent aussi à ceux qui y ont accès. D'accord? Ou à ceux qui en ont pléthore et qui veulent redéfinir en fait la manière dont ils utilisent les services financiers, etc. Vous prenez une personne comme moi, j'avais j'avais énormément de cartes sur moi, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, il me suffit juste une carte et de mettre toutes les cartes dans une seule carte avec ma crypto-monnaie, avec mes cartes, et hop, je peux comme ça être connecté. Alors, ce qui est intéressant avec le Sapiens et le Flash Group, c'est que et bien évidemment, le Sapiens Group, c'est plus la holding, celle qui pilote les projets, etc., etc. Et on va dire que Flash Group, c'est plus la partie technologique, la solution technologique, puisque le Sapiens Group est impliqué dans l'immobilier, dans beaucoup de domaines, et le Flash Group, c'est vraiment tout ce qu'on appelle la finance décentralisée. Voilà, c'est en opposition à la finance classique. Oui, c'est ça. L'intérêt, c'est que c'est décentralisé. C'est pas dans les canaux traditionnels. Les États n'interviennent pas parce que pour l'instant, visiblement, ils n'y arrivent pas trop. C'est ça l'intérêt. En fait, elles ont toujours une espèce de temps de retard. Elles ont toujours un métro de retard parce que jusqu'à présent, il y a très très peu de pays qui régulent notre secteur d'activité. D'où le terme, la dernière fois dont je parlais de Far West, et c'était vraiment le cas il y a encore 3 ans, où à travers, pour lever des fonds, aujourd'hui, une personne qui est impliquée dans le secteur d'activité n'a pas besoin de banque. Aujourd'hui, si vous avez un projet, vous n'avez pas besoin, même pas besoin de VC, ce qu'on appelle le venture capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un projet, vous rassemblez une communauté autour de ce projet, vous pitchez votre projet, et c'est cette communauté qui va, en finançant votre crypto-monnaie, qui va vous permettre de pouvoir lever des fonds. C'est ce qui vous est arrivé, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait un peu le tour du monde, vous avez levé plus de 70 millions, je crois, de dollars. C'est ça, de dollars, exactement. C'est ce qu'on a fait en 2017. On a commencé en octobre 2017, on a fini en mars. Alors, lors de notre seed round, c'est-à-dire vraiment le réseau historique, moi j'ai contacté tous mes anciens clients, etc.
On a levé, on a levé plus de 72 millions de dollars. On a été classé dans le top 10 en mars 2018 des ICO et on a levé énormément d'argent, ce qui nous permet de travailler de manière sereine à d'autres solutions, aux machines, parce que c'est très bien, parce qu'on a beaucoup de sociétés dans cette activité. Et ce qu'elle dit, c'est on veut apporter l'inclusion financière aux gens, on veut ceci, on veut cela, etc. Et on était exactement la même chose, mais il y a une question qui s'est posée. Très bien, vous voulez apporter de la disruption, enfin vous voulez disrupter tel secteur d'activité, etc. Vous voulez amener ces moyens de paiement, mais il y a énormément de gens qui n'ont pas, par exemple, d'adresse fixe, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas ceci, cela. Comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir faire le premier pas, c'est-à-dire dépasser cette première barrière pour acquérir votre solution? Donc il fallait vraiment qu'on y réfléchisse et c'est pour ça qu'on a dit on va pas juste créer un coin, on va créer la solution qui va derrière, c'est-à-dire les crypto stations qui permettent aux gens de pouvoir aller, si jamais j'ai pas d'adresse. Ce sont comme des guichets de banque, hein, c'est comme des guichets de banque, vous arrivez, des succursales bancaires. Exactement. Et on arrive et on fait. Vous arrivez, voilà, c'est la machine, vous arrivez devant, vous ouvrez un compte, les déploiements vont démarrer en juin, enfin premier trimestre 2021, vous arrivez devant. Vous ouvrez un compte et si jamais vous n'avez aucun endroit pour pouvoir récupérer la carte, eh bien la carte vous pouvez la récupérer dans n'importe quel autre réseau de CryptoStation. Donc vous allez pouvoir être connecté directement parce que vous pouvez prendre la carte directement de la machine, vous voyez, et donc du coup être connecté directement. Donc c'était vraiment cette problématique là. Comment est-ce qu'on fait pour passer le premier filtre pour pouvoir atteindre cette population là qui n'ont qui ne peuvent pas ouvrir, ils se présentent à la banque demain, ils peuvent pas, et là je parle pas que des pays africains ou je parle pas que des pays asiatiques. En France aujourd'hui, ou alors dans d'autres pays, il y a des millions de personnes qui n'ont pas de compte bancaire. D'ailleurs, on a vu en France l'avènement de beaucoup de néobanques, etc. Ça répond à ce besoin-là, mais même avec les néobanques, il faut quand même avoir un certificat de domicile, etc. Donc on a encore une grande majorité de personnes qui se retrouvent à l'extérieur. Donc tout ce qui est cryptocurrency, etc., vu que c'est complètement anonymisé, et donc les gens, il n'y a pas de barrière, cette barrière à l'entrée. À partir du moment où vous arrivez à avoir accès à ce qu'on appelle de la monnaie digitale, etc., eh bien vous êtes connecté au réseau. Mais pour avoir cet accès, il faut quand même acheter de la monnaie digitale, en l'occurrence la vôtre, l'Ozegeti, donc il faut quand même déjà à la base avoir un petit capital. Et puis après, il y a le facteur confiance. Il faut avoir confiance dans cette monnaie. Donc c'est une monnaie qui, en théorie, se veut relativement stable, qui est backée sur l'or. Enfin, bon, elle est visiblement, cette monnaie, elle est un peu différente de la masse des autres crypto-monnaies. Qu'est-ce qui la rend unique au fond? En fait, déjà, elle n'est pas backée. Elle est pegged. Elle est indexée, ce qui est différent. C'est vrai. Parce que si jamais vous backez le coin quand on parle de backage, c'est vraiment du 1 pour 1, c'est-à-dire vous pouvez la backer avec Elle est indexée, c'est vrai que c'est différent. Donc on indexe pour pouvoir déterminer une valeur intrinsèque et une valeur plancher. Alors, sur les 7 ou 8 000 coins qui existent dehors, tokens et coins, on doit être une vingtaine, une trentaine à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire vraiment lier le coin avec quelque chose de tangible derrière. Et en faisant cela, certes, on n'aura pas des 10 000% ou des 20 000% d'augmentation, mais on aura des augmentations substantielles en continu qui vont permettre de pouvoir déployer notre plan de développement et surtout qui va pouvoir permettre aux gens de pouvoir utiliser cet argent au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous essayez de développer une crypto-monnaie, il y a très peu, je dis très peu dans cette activité, qui s'intéressent aux commerçants, qui s'intéressent au business. C'est-à-dire, si jamais les gens qui utilisent votre coin n'ont aucun autre endroit pour pouvoir dépenser leur coin parce que les commerçants en face ne veulent pas l'accepter parce que votre coin il n'est pas stable, on ne sera jamais, atteindre une taille critique dans ce stade d'activité va être très compliqué. Ça va continuer à être réservé à une classe de personnes qui s'y connaissent et qui font de la spéculation et qui gagnent énormément d'argent. Donc c'est ce que vous proposez, notamment avec la Smart Card. Oui. C'est la possibilité d'utiliser votre carte dans n'importe quel commerce comme si c'était une carte Visa. Bien sûr, fonctionne sur le réseau Visa, Mastercard, UnionPay, etc. Elle est ce qu'on appelle EMV Certified. Et vraiment, c'est de pouvoir faire cette bascule, c'est-à-dire payer aussi bien sur le secteur traditionnel que sur le secteur de la finance décentralisée avec de la crypto-monnaie, etc. Et de pouvoir vraiment payer de manière vraiment sans devoir réfléchir à la technologie qui est derrière. Parce que quand vous rentrez dans notre secteur d'activité, on parle beaucoup avec des mots barbares. Et à un moment, on s'est aperçu que les gens n'avaient que faire en fait de la technologie qui était derrière. Ils voulaient juste le service. Et comment est-ce que j'accède au service? Comment est-ce qu'une fois que j'ai acheté ton coin, comment est-ce que je le dépense? Comment est-ce que je fais pour le valoriser si jamais je veux le garder? Etc. Et comment est-ce que je fais pour sortir? C'est le plus important. Et pour le sortir, on a beau me parler de Apple
paye, enfin, faut pas citer de marque, mais aujourd'hui, les gens continuent à faire confiance à la carte pour retirer leur argent, pour payer, etc., etc. Donc, il fallait vraiment qu'on ait un moyen de rentrer via le Flash Crypto Station, dans la solution, et un moyen pour sortir avec la carte. Et les virements, et le Flash Wallet, et le Ozity App qui est disponible sur l'App Store, et d'autres applications qui arrivent développées par le Sapient Group et le Flash Group. Donc vraiment, c'était vraiment quelque chose de très très important pour nous et dans notre équipe, on est 27 collaborateurs en continu, donc dispatchés sur Londres, Liverpool, Dubaï, Singapour, le Portugal, Estonie. Parce que pourquoi l'Estonie? Parce que c'est l'un des petits pays en Europe, très petit pays, mais qui a tout compris en matière de business, de digitalisation, exactement. Et effectivement, parce qu'ils proposent beaucoup de choses et ils ont surtout créé un cadre légal. C'est pour ça qu'on a été là-bas. Parce que il y a un vrai cadre légal là-bas. Un vrai cadre légal avec des licences. Si jamais vous voulez eh bien, accepter de faire des transactions, passer du fiat en crypto-monnaie, etc., de revenir vice-versa, etc., etc., ils proposent ce cadre-là. Alors en Europe, il y a très peu de pays il y a donc l'Estonie, il y a Malte, et puis il y a Gibraltar. Et le reste, c'est une zone grise. Prenons l'exemple de la France. Jusqu'à peu, on ne savait pas ce qu'on faisait en France, on ne savait pas comment être fiscalisé, on ne savait pas trop, voilà, j'achète de la crypto-monnaie, je fais un gain. Et on sait maintenant, on sait enfin, non? Maintenant, oui, maintenant on sait maintenant. Maintenant on sait puisque c'est un peu... C'est ce qui est marrant, c'est toujours un éternel recommencement. Ils ont inventé ce qu'on appelle la flat tax, donc 12,8% et 17,2%, donc 30%. C'est une flat tax, c'est ce qu'ils faisaient aussi. 30% sur les plus-values, sur les gains. Sur les plus-values, voilà. 30% sur les plus-values. Et voilà quoi. Donc malheureusement, en faisant cela, il y a beaucoup de gens, en fait, tous les cerveaux un peu dans la blockchain en France qui sont tous installés ailleurs, quoi. Elles sont pas restées parce que c'est très contraignant, parce que quand vous avez des pertes, vous pouvez pas les déduire. Donc c'est un peu voilà, on ne taxe que on vous taxe sur ces bénéfices-là. Et puis il faut savoir aussi au niveau de la fiscalité, parce que il y a des coins qui performent. Prenez l'exemple par exemple d'un Litecoin ou d'un autre coin qui est sorti il y a quelques années, c'est plus 60 000%, 60 000% Incroyable. de retour. Incroyable. Donc comment est-ce que vous faites pour vous changer complètement de tranche d'imposition, etc. avec ça? Un peu, oui. Vous comprenez? donc ça a un impact sur ce qu'on appelle les gens qui ont des crypto-assets et qui ont ces solutions, enfin ces services et ces monnaies-là. Nous, on a créé au sein de Sapient Group, on a créé un terme qui s'appelle, qu'on a baptisé Crypto-Monial Engineering. C'est vraiment une manière, ok, on vous vend un coin, mais derrière, on vous explique l'impact que ça aura sur votre fiscalité. Et quelle est la meilleure manière de pouvoir l'optimiser quand vous sortez. Donc c'est vraiment une solution. C'est pour pas se faire matraquer au exactement, niveau parce que c'est bien beau de rentrer dans la crypto-monnaie, d'acheter, d'avoir 10 000, 20 000% et après de retirer, mais derrière, faut penser, le fisc français, lui, vous oublie pas. Et il faut savoir que toutes les sociétés en Europe et même en France, elles déclarent directement déjà à Tracfin, les revenus que vous générez. Donc vous avez plutôt intérêt à faire vos déclarations. Là, on arrive à la fin de l'année, donc ça va être le moment de commencer à regarder quelle stratégie est-ce que vous allez mettre en place. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous fiscalise quand vous ressortez. C'est-à-dire, quand vous êtes en digital, en coin, tant que vous passez d'un coin à un autre, il n'y a pas de fiscalité qui s'applique. Mais quand vous revenez en euros ou en dollars, etc., et là, il y a une fiscalité qui s'applique. Et à ce moment-là, il faut faire attention, il faut regarder où est-ce que vous vous situez, quoi, parce que ça peut vraiment faire basculer, vous pouvez vraiment vous retrouver très rapidement. Surtout si derrière, après, une fois que vous avez, on vous notifie votre paiement, que votre coin, votre portefeuille, entre-temps vous en avez racheté, que vous avez vu des moins-values, vous pouvez rien en faire de vos moins-values. Bien sûr, malheureusement. Et le marché français et le français en général, comment se situe-t-il dans cette jungle du coin? La crypto-monnaie, ça y est, c'est répandu en France? Bien, disons que bon, nous, on est moi, je suis français, Mourou, il est anglais, et beaucoup de personnes dans mon équipe, notamment Flashcom, l'équipe Flashcom. C'est une équipe super internationale. Voilà, super internationale, mais quand même à une dominance française. On va dire qu'on est 60-70% de Français dans notre équipe. Donc même Sarah sur Dubaï, enfin, il y a des Français. Et donc l'idée, c'est, on aurait aimé faire ça en France.
Mais comme je l'ai expliqué, on n'avait pas de cadre légal pour pouvoir le faire. Et le marché français est n'est pas mature encore. Donc eux, ils en sont encore focus sur le Bitcoin, quand on a énormément d'autres crypto-monnaies comme Ethereum, etc. et d'autres crypto-monnaies, iOS, enfin on a énormément de technologies qui arrivent et on va dire que la supervision des pouvoirs publics, etc. n'a pas été très 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 bonne parce qu'ils auraient pu profiter. À un moment, je me rappelle, dès que dès que Emmanuel Macron il a été élu, il parlait de ce sujet, il voulait faire de Paris et de la Défense un hub pour toutes les sociétés comme nous qui étaient impliquées dans la blockchain, etc. C'est quelque chose qui ne s'est pas vraiment fait. Quelle incitation pour une société comme la nôtre de s'installer en France, quoi. Je veux dire, par exemple, prenez l'Europe, vous allez au Portugal, tous les bénéfices, comme on parlait tout à l'heure de l'imposition, tous les bénéfices qui sont générés avec la crypto-monnaie, au Portugal, elles ne sont pas imposées. Zéro. Ah ouais. Vous allez en Allemagne, c'est très avantageux aussi. Donc on a tous les cerveaux qui vont en Allemagne aussi. Donc voilà, la France... Donc ça, c'est pour les entreprises, les startups qui ont du mal effectivement à trouver un écosystème favorable et pratique, je dirais, en France. Mais le français, les Français en général, est-ce qu'ils ont investi? Est-ce qu'ils investissent ou c'est un peu un... On va dire que les Français, on a ce réflexe d'avoir... les Français, ils ont leurs économies sur le livret A. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Contrairement à certains Américains avec les fonds de pension qui investissent de l'argent un peu qui font des investissements risqués, le Français est prudent. Le Français va attendre de voir si jamais ça marche ailleurs pour pouvoir s'y intéresser. Donc ça commence un petit peu. On a très peu d'acteurs, notamment tout à l'heure on parlait de levée de fonds. Nous, à l'époque, on a levé des fonds en France, alors qu'il y avait des dizaines de milliers de levées de fonds dans le monde. En France, ça représentait, on pouvait les compter sur les doigts d'une main, les levées de fonds. Et des levées de fonds réussis. Je sais pas moi, Napoleon X, Dom Raider à l'époque. Enfin, il y en a vraiment pas des masses franco-français. Et encore, quand vous levez, après vous avez toutes les problématiques derrière avec le fisc, etc. Donc, c'est le français, il y arrive. Mais comme d'habitude, il attendra de voir si jamais ça fonctionne ailleurs pour pouvoir vraiment embrasser cette technologie-là. Et on va dire que comme on a un raisonnement un peu de méfiance par rapport à tout ce qui est nouveau, toutes les nouvelles technologies, et pourtant ce qui est marrant, c'est que on a des top développeurs, on a des écoles qui forment des génies en termes de développement, etc. Et ils sont tous ailleurs, ils sont dans d'autres pays. Mais on va dire que ce qui va inciter un Français à rentrer, beaucoup plus de Français à rentrer dans notre secteur d'activité, c'est surtout s'ils comprennent ce qu'est le coin, pourquoi le coin monte et descend. Par exemple, dans notre exemple à nous, le coin, comme j'ai expliqué, il avait deux valeurs. Une valeur plancher et la valeur marché. Nous, on va se faire auditer une fois par trimestre ou une fois par semestre par un Big Four d'audit pour de la société, voilà, une société de la société concurrente, enfin de la société partenaire, et qui va pouvoir déterminer combien d'assets la compagnie, le prix du coin est indexé. Et le but, ça va être d'utiliser une partie des fonds, une partie des bénéfices qui sont générés pour acheter plus d'assets, pour faire augmenter le prix plancher. D'accord? Et en faisant ça, selon le modèle mathématique, ça réduit la volatilité de notre coin, ça réduit, on va dire, sa vélocité. Voilà, donc vous avez une croissance stable qui permet de pouvoir justement utiliser ce coin au jour le jour. Et donc, quand les gens comprennent ce genre de coin, ce sera beaucoup plus simple pour eux pour pouvoir l'intégrer. Et c'est pour ça qu'on a créé un exchanger qui s'appelle Flash Exchanger, qui va, lui, ne lister que les coins comme les nôtres, qui sont backés, certains seront backés et d'autres seront indexés sur quelque chose de tangible que les gens peuvent comprendre. D'accord? J'ai tel coin, mais je sais d'où vient la valeur core de ce coin. Après, c'est la loi du marché qui détermine son prix. Mais au moins, j'ai une idée de d'où vient le coin, comment est-ce qu'il est fait, comment est-ce qu'il fonctionne et justement à quoi est-ce qu'il sert, etc. Donc, c'est vraiment, le Français a besoin de comprendre. Alors que dans d'autres populations, je vais vous donner des exemples, quand on a fait notre levée de fonds, il y a des endroits où on n'a jamais fait de publicité, par exemple, où on n'a jamais été en présentation, comme la Malaisie. Eh bien, on a un tiers de nos clients, entre guillemets, de nos utilisateurs qui viennent de Malaisie. Vous voyez, ils n'attendent pas de tout comprendre, ils y vont parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose. Donc, faut pas tout comprendre alors, faut pas attendre de tout comprendre pour investir en crypto-monnaie parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez technique, c'est pas si simple que ça, non? Et puis il y a la confiance qui il y a la confiance, ça peut être technique, mais comme l'homme d'affaires Richard Branson disait, toujours quand on vous présente une nouvelle opportunité,
allez-y et puis allez-y à hauteur de ce que vous pouvez vous permettre, bien évidemment, de mettre. On vous demande pas d'hypothéquer votre maison ou de vendre votre voiture, etc., ou de mettre tous vos salaires, votre loyer. À hauteur de ce que vous pouvez, allez-y, parce que ça peut être vraiment quelque chose qui peut changer concrètement des existences. On a énormément d'exemples dans notre secteur d'activité, des gens qui aujourd'hui, ils sont multimillionnaires. Donc, est-ce qu'il y a des fortunes, est-ce qu'il y a des fortunes aussi qui se sont perdues aussi? Bien sûr, il y a toujours des gagnants et des perdants, bien évidemment. Par exemple, aujourd'hui, on a le Bitcoin qui est très haut. Oui, il est autour de 16 000 Voilà, il est 16 000, 17 000 $. Voilà, est-ce que c'est dans cette période de bulle, est-ce que c'est le moment pour beaucoup de personnes d'aller acheter? On a vu le cas en 2018 où on a atteint un haut historique de plus de 20 000 $. Il y a beaucoup de gens qui achetaient à 18, 19, 20 et après on est redescendu très très bas. Donc il faut être vigilant, il faut quand même s'y intéresser parce que nos enfants grandiront dans un monde et utiliseront quand ils sont adultes la monnaie digitale et tout ce qui est cryptocurrency, etc. Que ce soit des cryptocurrencies qui sont émis par un État, ou par l'Europe, ou par l'Asie, enfin par la Chine, etc. Ils auront accès à ces moyens de paiement et beaucoup de banques vont s'y mettre également. Alors justement, pour terminer, l'avenir de ces crypto-monnaies, parce qu'on en est qu'au début du commencement, visiblement. Bien évidemment, oui. Dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans? Eh bien, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est que souvent, comme dans tout secteur d'activité, on a les extras enthousiastes, etc., qui disent on va tuer les banques, etc., etc. Moi, je ne pense pas du tout que demain, les banques vont fermer à cause de la blockchain et de la crypto-monnaie. Malgré les sommes, la valorisation qui représente des centaines de milliards de dollars, ça reste marginal encore par rapport à la finance centralisée. Donc, on va dire que le secteur financier va devoir réduire sa voilure, va devoir faire des concessions sur beaucoup de choses, mais bien évidemment, ils vont trouver un moyen de coopérer avec des compagnies comme la nôtre, parce que je pense que, le futur, entre guillemets, de tout ce qui est système de paiement, etc., il va passer par la blockchain. Il faut qu'il passe par cette technologie. Il y aura une espèce de cohabitation, les choses vont s'autoréguler, et c'est pour ça que c'est intéressant pour nous et d'autres compagnies où on va déjà dans des juridictions qui sont régulées, parce que justement, on voit apparaître, et un jour ou l'autre, de toute façon, les régulateurs et les États vont fortement réguler, vont taper du poing sur la table dans notre secteur d'activité. Merci Serge Maurice Lobréau, merci. Je rappelle que vous êtes le CEO de Sapian Group et bonne continuation alors. Merci beaucoup.